À tous et à toutes. Je suis Arnaud Pembele, la vice-présidente de l'Association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique, plus communément appelée ASPA. C'est un véritable honneur ce soir de vous recevoir à l'occasion de la conférence sur la justice transitionnelle en Afrique, organisée par l'ASPA en collaboration avec l'Institut Thinking Africa. Avant de commencer, il me semble important de dire quelques mots sur l'ASPA pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association. Donc nous sommes une association étudiante de Sciences Po qui a pour but de promouvoir en fait l'Afrique dans toute sa diversité et on organise en ce sens des conférences, des ateliers, des débats qui traitent en fait des problématiques relatives au continent et on invite au cours de nos activités, de nos événements, des acteurs influents du monde politique, économique, culturel, artistique du continent. Et donc ce soir, il s'agit donc de parler de la justice transitionnelle en Afrique. Je vais laisser la parole à ma collègue Mara Georges. Alors, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Mara Georges, comme Armand l'a précisé. Je fais partie de l'Institut Thinking Africa. C'est un think tank qui a été créé en 2013 par Saïd Abbas Ahmed, qui est ici à nos côtés. Et nous sommes un institut qui a pour but de réfléchir aux questions relatives à la paix et à la reconstruction de l'Afrique. Et donc, dans ce cadre, nous produisons du contenu sur la paix. Donc nous publions des articles sur notre site internet sur des thèmes différents. Nous publions aussi des vidéos, des entretiens vidéos sur notre site, sur notre page YouTube. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer ce thème qui est si important pour l'Afrique, vu les conflits que nous avons. Donc c'est un thème vraiment très actuel sur la la justice transitionnelle, de la théorie à la pratique, pour qu'on puisse réfléchir à tous les enjeux liés à cette justice. Et je pense que nos intervenants pourront nous dire si c'est vraiment une justice ou pas, qui est de plus en plus répandue sur notre continent. Nous avons donc ici à nos côtés le professeur Akanji Kombe, qui est professeur à l'université Paris 1 en ce moment. Alors je vous épargne tous les titres du professeur, qui a quand même été majeur dans le concours d'agrégation. Et nous avons à côté le professeur Saïd Abbas Ahmed, qui est le président de l'association Thinking Africa, qui est aussi, qui a plusieurs titres aussi, mais qui est essentiellement spécialiste dans les questions de médiation. Et sans plus, je laisse la parole au professeur Saïd Abbas. Bien, merci beaucoup. Comme il se doit, je voudrais vraiment remercier l'association de Sciences Po pour l'Afrique et plus particulièrement Armand, qui a eu cette bonne idée de nous réunir ce soir ici avec toute son équipe et Mara, et puis tous ceux qui ont œuvré pour qu'on puisse prendre au sérieux cette question de justice transitionnelle sur le continent, parce que c'est une question qui a été, qui est et qui sera une question névralgique si on veut stabiliser beaucoup de nos pays, si on veut reconstruire la communauté politique. Donc c'est une question très sérieuse. Mais avant de rentrer dans le débat, je voudrais aussi dire combien je suis ravi d'être dans ce panel avec le professeur Akanji Kombe. Et comme l'a dit Mara, Jean-François est d'abord un universitaire très accompli, mais aussi, on aime bien dire en Afrique, un vrai grand frère, dans le sens où il a ouvert beaucoup de pistes dans le droit, des domaines dont peu de gens ont exploré. Et donc, pour ça, c'est un défi qui lance à la communauté scientifique, mais plus nous, Africains, on se sent comme obligés de continuer dans ce chemin, si ce n'est pas faire mieux, au moins d'arriver à faire quelque chose. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec lui et de toujours avoir cette possibilité de continuer la conversation avec lui. Ce que je vais essayer de mettre en ordre à partir de mon expérience personnelle, je crois que c'est important que je dise à partir d'où je vais parler,
J'ai fait une thèse de sciences politiques à la Sorbonne. Et au départ, je voulais travailler sur le Rwanda. Parce que quand j'ai été un peu plus jeune, le génocide m'a vraiment traumatisé, comme beaucoup d'entre nous. On a vu des images qu'on n'oubliera jamais. Et donc, j'ai demandé si je pouvais, après à l'époque c'était le DEA, si je pouvais aller à Arusha, au tribunal pénal international, pour voir ce qui se passait là-bas. Donc, je suis allé et j'ai passé 6 mois au bureau du procureur. Donc, j'ai assisté 2 procureurs, un procureur camerounais et un procureur kényan. Et en travaillant là-bas, j'ai réalisé qu'en fait, le génocide ou les déflagrations du génocide continuaient au Congo. Et donc, j'ai demandé à ma directrice de thèse, est-ce que ça vous dérange si je travaille sur le Congo? Parce que ce qui se passe au Congo me semble très important. Et elle a généreusement accepté, elle m'a dit, proposez-moi un nouveau projet de recherche. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur le Congo. Je suis revenu à Paris, j'ai cherché de l'argent parce que je n'avais pas de bourse, et j'ai eu une bourse, et je suis parti à l'est du Congo, à Bukavu. Alors si vous voulez travailler sur le Congo, il faut être à Kinshasa. Mais à ce moment-là, en 2005, Bukavu, c'était un lieu où il y avait beaucoup de violence, et malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé, mais quand même. Et c'est à partir de Bukavu que j'ai observé et le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et j'ai eu la possibilité de voyager dans ces différents pays. Et très rapidement, j'ai été intégré dans un projet de recherche sur les médiations mené par le Woodrow Wilson Center for Scholars qui est à Washington et qui était dirigé par, à l'époque, l'envoyé spécial de Bill Clinton pour les Grands Lacs, qui a essayé d'accompagner les rebelles dans les médiations, dans les négociations. Et à partir de là, donc, j'ai soutenu ma thèse, et puis après, je suis parti travailler dans des médiations en Côte d'Ivoire. J'ai passé 3 ans sur le conflit en Casamance, toujours sur ces questions de comment on recrée la communauté après la violence, comment on vit ensemble. Et donc, on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas de justice, et s'il n'y a pas de respect des institutions. Donc, voilà la question qui va nous préoccuper ce soir. Et pour ça, donc, je vais faire un rapide historique un peu de comment ce concept est venu, parce que Armand nous a demandé de discuter l'approche théorique, mais aussi de confronter cette approche théorique aux réalités du terrain. Et d'ailleurs, on ne m'a pas dit combien de temps j'ai le droit de parler. Comme ça, je sais que je vais... 15 minutes. Ok, je pensais qu'on avait plus, mais bon, 15 minutes. Donc, très bien. Alors, je vais parler d'abord de l'approche un peu historique, et ensuite je voudrais passer un peu de temps sur les Gacaca au Rwanda, parce que je crois qu'il y a beaucoup de simplification sur ce processus qui est complexe, et aujourd'hui le Rwanda est un pays encore compliqué si on regarde de près. Si on regarde de loin, on dit que c'est génial, il y a des taux de croissance, tout va bien, mais si on essaie de comprendre un peu la dynamique politique au sein d'abord de l'élite dirigeante et de la question de la mémoire et les différentes questions qui font qu'on fait pays, c'est très compliqué. Et ensuite, on va essayer de terminer sur quelques critiques à partir de mes expériences sur la Côte d'Ivoire, sur le Burkina Faso. Et aussi sur le Congo, bien sûr, puisque j'ai passé beaucoup de temps au Congo et j'ai écrit sur ce pays. Donc, les Nations Unies définissent la justice transitionnelle comme l'éventail complet de divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Donc vous voyez bien que dans cette définition, tout de suite on est en contradiction avec l'Afrique, puisque que ce soit au Rwanda, au Congo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et même en Afrique du Sud, parce qu'on a beaucoup loué l'effort de Mandela, Desmond Tutu et les autres, mais on se rend compte que si on prenait cette définition, aucun de ces pays n'a réalisé ce qui était défini comme l'objectif de la justice transitionnelle. Donc il y a des difficultés. Est-ce que ces difficultés sont liées d'abord au concept lui-même, à sa définition, ou est-ce que les difficultés sont liées à la réception par nos élites sur le continent?
parce que dans certains endroits, on parvient à respecter cela. Donc, si on revient maintenant d'un point de vue historique, on peut dire que les premières justices transitionnelles commencent juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe au Japon, ce sont des mécanismes qui permettent de juger des gens face à des crimes innommables dans un temps qui est quand même, il y a un début, il y a une fin. Donc, c'est très rapide parce qu'il faut fermer ce chapitre pour permettre à la société d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Mais après ces expériences, on peut dire que les choses avec la guerre froide, avec ces difficultés à s'affirmer, donc ces idées passent un peu à l'arrière-plan. Il faudra attendre la fin de la guerre froide et les déflagrations successives qui ont eu lieu sur le continent. Rappelez-vous, à cette époque, on pouvait faire une diagonale qui allait de Luanda à Asmara, et dans cette diagonale, il n'y avait que de la violence. Guerre civile, renversement, toutes ces difficultés. Donc, on revient à l'idée qu'il faut réhabiliter une justice qui va permettre, lorsque l'État est complètement... Je n'aime pas l'idée d'État en faillite, parce que je pense que vous avez discuté ça avec Jean-François Bayard et Roland Marshall. Ils n'acceptent pas ce concept, et je pense qu'ils ont raison. C'est le concept qui a été forgé par William Zartman dans son livre « L'État en faillite ». Donc on va dire plutôt l'État était en difficulté. Il y a eu une guerre civile, il n'y a plus d'autorité réelle. Quand vous prenez l'exemple du Congo, quand je faisais mes enquêtes de terrain, les magistrats que j'ai vus à Bukavu, ils m'ont dit que leur dernière mutation remontait à 89. On était en 2006. Donc à partir de 89, il n'y a plus de budget pour la justice, il n'y a plus rien pour la justice. Et donc, après la guerre, on ne peut pas demander à ces gens de rendre justice. Parce que pour certains, 10 ans, ils n'ont pas été payés. Pour certains, il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, avant de continuer sur le Congo, je voudrais quand même montrer que quand même, nous ne sommes pas les seuls à connaître l'expérience de la justice transitionnelle. Les premières commissions ont commencé en Argentine, au Chili, avec l'idée que si on veut que les militaires quittent le pouvoir, on négocie un deal, ce qu'on appelait les godillots. On leur donne l'idée qu'ils ne seront pas jugés, et en échange, on va juger des petits soldats ou des agents de renseignement, mais l'élite, voilà, c'est le prix à payer pour le cas de l'Argentine et pour le cas du Chili. Donc, dans les années 80 déjà, ils mettent en place ces commissions, et là, il n'y a pas de guerre civile, il y a juste une lutte, une volonté de changer le régime parce que les dictatures sont fatiguées, essoufflées, et pour que les dictateurs lâchent le pouvoir, il faut leur garantir un certain nombre de choses. Et c'est comme ça qu'on met en place ces mécanismes, et en Argentine et au Chili. Pour ce qui est de l'Afrique, on peut dire même que la première conférence nationale souveraine qui est réussie, c'est celle du Bénin. Dans ce dialogue national, il y a déjà en germe l'idée qu'il faut qu'on trouve des réponses à la justice. Parce que Kérékou, c'est un régime... il ne fallait pas se retrouver dans les prisons de Kérékou. Et donc, dans le dialogue national, ou les dialogues qui ont eu lieu sur tout le continent à partir de l'exemple du Bénin, la question de la justice va toujours revenir. Elle va revenir comment on fait. Et donc, selon les rapports de force, et c'est ça, je crois, l'élément qu'il faut insister ce soir, c'est que dans la définition qui serait une définition idéale, la réalité, c'est que ceux qui sont autour de la table lors de la négociation vont définir la justice transitionnelle, vont définir les modalités d'application, vont définir la façon de la mettre en œuvre. Quand vous regardez dans le cas du dialogue de négociation de Sun City en Afrique du Sud, il n'y a que des chefs de guerre autour de la table. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est bien la justice transitionnelle, mais d'abord amnistie. Loi d'amnistie pour tout le monde. Et les Nations Unies disent, mais non, nous, Nations Unies, on ne peut pas soutenir une loi d'amnistie pour les crimes de guerre, pour les génocides. Il y a un certain nombre de crimes dont il est impossible de prendre une loi d'amnistie. Alors, les chefs de guerre disent, bon, alors dans ce cas-là, quand même amnistie, mais on va dire que pour ceux qui sont en crimes de guerre, on va faire une exception. Mais quand vous voyez le retour quand les acteurs qui sont à Sun City, c'est Joseph Kabila et tous ses hommes, c'est Jean-Pierre Bemba et tous ses hommes,
c'est Azaria Surubérois, chacun était chef de guerre et chacun avait sa milice et ses forces. Et donc, à ces gens-là, on demande de mettre en place une justice transitionnelle. Qu'est-ce qu'ils font? La seule chose qu'ils font quand ils retournent à Kinshasa, ils travaillent sur la loi d'amnistie. Et tout le reste, bon, on va mettre en place une commission, ne vous inquiétez pas, on n'a pas d'argent, il faut qu'on trouve quand même des gens qui nous aident. Et la commission, de temps en temps, quand ça chauffe un peu, on nomme quelqu'un, et puis après on oublie. Mais en tout cas, pour la loi d'amnistie, on n'a pas oublié. Ça a été très rapide, elle a été votée, et on a accordé à tous ces gens qui méritaient de passer par la case justice, sauf conduite, ils sont tous soit devenus vice-présidents, ministres, ainsi de suite. Donc on voit bien que la définition va dépendre d'un certain nombre de rapports de force. Et nos sociétés civiles africaines, dans ces négociations, ne sont pas toujours bien représentées. Parce que c'est le président qui décide qui représente la société civile, et les chefs de guerre ont aussi leur société civile. Et donc, les différentes sociétés civiles viennent avec l'idée que s'il faut faire un appui aux voix de nos groupes, on va s'aligner. Il n'y a pas réellement une autonomie dans la volonté de faire quelque chose. Donc, il faut que je fasse attention au temps, mais ça, c'est l'expérience par rapport à d'où ça vient et comment on met ça en place. Maintenant, par rapport à l'expérience du Rwanda, l'expérience des Gacaca au Rwanda, il faut savoir qu'au départ, il était question de mettre en place quelque chose comme 10 000 tribunaux pour juger les gens. Parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient concernés par les génocides que l'administration, donc vous avez le pays, vous avez des régions, vous avez des provinces, et au plus petit, c'est le cercle. Et dans chaque cercle, il fallait qu'il y ait au moins une ou deux juridictions. Ensuite, le gouvernement a voté des décrets qui ont défini clairement ce que c'est qu'un gacaca, le pouvoir que cela relevait, le domaine de compétence, et ensuite qui était passible devant le gacaca, et ensuite qui pouvait être juge. Et on voit bien que dans la définition de qui pouvait faire partie des gacaca, c'est très arbitraire. Il faut être objectif, il ne faut pas être négationniste, il ne faut pas être divisionniste, il ne faut pas. Mais ce sont des critères que le régime a fixés lui-même. Et personne ne peut dire que moi je ne suis pas divisionniste. Si on ne veut pas de vous, on va vous trouver une accusation parmi les éléments qu'on a mis sur le décret d'application et on vous écarte de la commission. Et donc, c'est très difficile de parler du Rwanda. On a beaucoup de mal à parler de façon dépassionnée de la question du Rwanda. Mais je pense qu'on peut dire en toute honnêteté que, de manière générale, les Gacaca ont fait un travail remarquable, mais ce travail remarquable n'est pas aussi remarquable pour tout le monde. Selon que vous soyez de l'ethnie qui a le pouvoir ou de l'autre ethnie, vous voyez les Gacaca d'une autre façon. Et donc ça, c'est la critique fondamentale. Et ça reste, si vous lisez le livre de Jean-Pierre, il a écrit en anglais La première guerre en Afrique centrale, Prunier, le livre de Gérard Prunier montre bien que si on est Tutsi ou Hutu, les Gacaca ne vont pas s'appliquer de la même façon. Donc on voit bien que cette logique-là, elle sera la même au Burkina Faso, elle sera la même en Côte d'Ivoire, elle sera la même dans tous nos pays, selon qui a gagné le pouvoir, qui maintient le système, l'administration au moment où on met en place les juridictions. Il aurait été intéressant que les Hutus, par exemple, au Rwanda, aient le sentiment qu'ils ont pu participer de la même façon dans les Gacaca. Dans les rapports qu'on peut avoir, on va nous dire que c'était à parité et tout ça, mais celui qui s'intéresse un peu plus et qui va fouiller un peu, verra rapidement que non, c'est des gens qui sont choisis selon un profil et selon une trajectoire politique, un objectif affirmé par le régime. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous voyez bien que le président Ouattara va soutenir la mise en place d'une commission qui a été demandée dans les différents accords, que ce soit ceux de Marcoussis, de Ouaga 1, Ouaga 2,
et toutes les autres négociations qui ont eu lieu à Lomé. Mais à la fin, à ma connaissance, personne des forces nouvelles n'est passé devant la commission. Les gens qui sont passés devant la commission, c'est les gens qui ont perdu le conflit. Et en fait, ce qui se passe là, c'est ce que dit Robert McNamara dans le film The Fog of War, Les brumes de la guerre, où il dit « Nous avons jugé les criminels allemands et japonais, mais si c'était l'Amérique qui avait perdu la guerre, moi je serais jugé, parce que ce que nous avons fait au Japon, on est aussi passible de ça, mais on a gagné. » Et donc ça veut dire que depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, le même principe s'applique. Celui qui gagne décide comment la justice va se déployer. Et ensuite, il décide qui est passible de cette justice et quelles sont les peines qu'on va lui appliquer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Burkina Faso, depuis l'indépendance, les militaires ont toujours occupé le pouvoir, jusqu'en 2014. Et quand ils font un coup d'État, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Nous prenons nos responsabilités ». Mais ils prennent les responsabilités en violant la Constitution. Et donc, quand vous négociez avec eux pour qu'il y ait une commission, il est évident que pour eux, les militaires ne peuvent pas être jugés. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de commission jusqu'en 2014, parce qu'en 2014, le peuple burkinabé descend dans la rue, chasse Blaise, et exige la mise en place d'une haute autorité pour juger des crimes depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est très difficile de juger tous ces gens. Et pourtant, le peuple a exigé. Quand j'étais là-bas, il y avait des gens qui venaient voir la commission en disant « Mon père a été tué en 1975, mais ma mère m'a raconté dans quelles circonstances il a été tué, et nous voulons justice. » Donc, il ne peut pas y avoir d'institution stable, de, on va dire, démocratie, développement, si on n'a pas un certain nombre de questions à donner à ces gens. Je finirai sur le dernier point, c'est la justice internationale. Il n'y a pas longtemps, nos chefs, parce que Uhuru Kenyatta a été, après les élections au Kenya, Uhuru Kenyatta, il y a eu une convocation, il est allé devant la CPI. Mais vous savez tous comme moi qu'avant d'aller là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assuré d'éliminer tous les témoins. Une fois qu'il n'y a plus de témoins, il n'y a plus de procès. Donc, on a éliminé tous les témoins. Impossible de faire un procès. Et il est allé, et le bureau du procureur a été obligé de dire que, bon, monsieur Kenyatta, voilà. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il a lancé une violente campagne contre la CPI pour exiger que les États africains se retirent de la CPI. Donc, il me semble que, personne n'a obligé les États africains de signer le traité de Rome. On a signé parce qu'on était convaincus qu'il fallait cette juridiction. 2, j'ai rencontré Lema Gbowé, cette dame du Libéria qui a été prix Nobel de la paix. Et elle me dit, mais à ce moment-là, il y avait des discussions à l'Union africaine qu'il faut soutenir les Africains. Et il y a eu heureusement quelqu'un comme Desmond Tutu qui a une autorité morale qui a dit mais vous faites fausse route, il ne faut pas aller dans ce sens-là, ça n'a pas de sens. Et Lema Gbowé s'est levé et devant tous les autres elle a dit si vous mes frères africains vous me refusez la justice, moi je m'en fous qu'elle soit blanche, jaune, verte, je veux la justice. Je veux que Taylor paye pour toutes les exactions qu'il a commises dans notre pays. Donc, quand on parle de Cour pénale internationale, très souvent on oublie les victimes. On pense aux présidents africains, aux dictateurs, à tous ces gens qui ont commis des exactions irréparables. Mais quand vous demandez aux victimes, est-ce qu'il faut se retirer? Les victimes vous diront non, il faut qu'on reste. Il faut qu'on reste parce que notre pays n'est pas capable de nous rendre justice. Alors qu'importe qui va nous rendre justice, nous voulons la justice. Donc la question de la CPI, aujourd'hui je crois que les États africains s'est passé de mode, donc le débat était très fort 2015-2016. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui va dire qu'il faut sortir. Mais quand on parle de la CPI, il faut toujours avoir à l'esprit que d'abord, c'est nous qui faisons appel à eux. 2, la plupart des gens qui sont là-bas, la CPI n'est pas venue les chercher, c'est les États qui les ont livrés. Et ensuite, on les a livrés parce qu'on n'était pas capable de le faire chez nous. Parce que dans les principes de la CPI, il y a la subsidiarité.
Si un État décide de juger n'importe qui est à la CPI ne peut pas s'imposer. Contrairement aux juridictions pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda, où il y avait une exclusivité, la CPI a un principe de subsidiarité. Celui qui est plus près de la situation peut se saisir. Mais le président Ouattara pensait qu'il était plus intéressant de déférer Gbagbo là-bas. Le Congo a déféré des officiers là-bas. Un certain nombre de gens ont été déférés pour des raisons purement politiques. Donc, est-ce pour autant que la CPI n'est pas intéressante? Est-ce pour autant qu'il faut qu'on se retire? Je ne pense pas. Je pense que n'importe qui sur notre continent a besoin de justice. C'est un besoin fondamental. Les gens exigent ça. Et si nous ne sommes pas capables de le rendre, alors il faut qu'on accepte que d'autres viennent le faire. Après, bien sûr, c'est très politisé. On ne va pas juger tout le monde. Il y a plein de gens qui mériteraient d'être jugés. Vous vous rappelez, quand les Belges avaient pris la loi de compétence universelle ils ont été obligés de l'annuler parce qu'il fallait arrêter Colin Powell. Si on respectait la loi de compétence universelle, il fallait juger la ministre des Affaires étrangères israélienne. Donc le gouvernement belge s'est dit, c'est pas viable si on continue comme ça. Donc ils sont revenus sur leur propre décision. Donc pour terminer, il me semble que, je l'ai dit au début, nos institutions sont très faibles et c'est de ces faiblesses que viennent toutes nos violences. Aujourd'hui, on voit quelqu'un comme Alpha Condé qui se dit professeur de droit, qui a passé toute sa vie dans l'opposition. Il a la possibilité de venir au pouvoir, il a fait ses 2 mandats. C'est pas suffisant. Il faut qu'il brise les institutions, il faut qu'il brise le droit, parce que finalement, cette affaire de pouvoir, là, c'est trop intéressant pour aller à la retraite. Donc, la justice transitionnelle, elle vient parce que pendant tout ce temps qu'il a passé au pouvoir, il n'a rien fait pour rendre la justice efficace. Et donc, il va y avoir une guerre civile s'il ne change pas de stratégie. Et après cette guerre civile, la Guinée va aller demander aux Nations Unies de venir mettre en place une justice transitionnelle parce qu'il n'y a pas les moyens pour que les juges guinéens rendent une justice crédible, efficace, permettant aux gens d'être en accord avec eux-mêmes. Merci. Du coup, Monsieur Akanji Akombe va prendre la parole désormais. Je voudrais d'abord vous exprimer tout mon remerciement, ça marche, un profond remerciement de m'avoir invité à venir échanger ici sur un sujet qui est compliqué, mais qui est un sujet, je crois, vital pour l'Afrique. Et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas seulement d'un territoire, je ne parle pas seulement d'une aire géographique, je parle de personnes de chair et de sang qui vivent, qui ont des espoirs, qui nourrissent des projets. Et nous sommes ici au cœur, je crois, de quelque chose qui, j'y reviendrai tout à l'heure, peut décider de l'avenir que nous aurons ensemble. La deuxième observation que je voulais faire, et puis je me réjouis particulièrement d'être ici, de retrouver Thinking Africa à travers Saïd Abbas, à travers Mara, et puis d'autres qui sont dans la salle depuis une certaine, je crois, matinée de 2014 où nous nous étions vus pour un entretien. C'est avec plaisir que je retrouve cette organisation qui est à la fois dynamique, qui pense un peu, je dirais, dans le désert, malheureusement, beaucoup dans le désert, essaye de penser l'Afrique et essaie de le penser comme une réalité qui peut avoir une consistance différente, pas nécessairement, mais différente de ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et puis, pour revenir au sujet, si vous retenez ce que je vais dire en une ou deux phrases, c'est l'essentiel et je me tairai. Je pense que face à la justice transitionnelle, il faut savoir garder beaucoup d'humilité. On manie beaucoup de concepts. On manie beaucoup de discours.
et ce que l'on manie pour des objectifs qui sont, semble-t-il, des objectifs à très long terme de paix durable. Mais nous, notre génération, qui sommes-nous pour pouvoir mesurer les effets des actes que nous posons aujourd'hui pour demain ou pour après-demain? Et je vais y revenir tout à l'heure. Souvent, on a des discours très radicaux, des discours d'une certitude absolue de la part des institutions, de la part des acteurs, de la part des ONG qui savent ce que c'est que la justice transitionnelle, qui savent quel est le destin qui doit être fait à tel ou tel pays, dans tel ou tel cadre de conflit, mais à vrai dire, nous ne savons pas grand-chose. Nous ne savons pas grand-chose nous-mêmes si nous ne sommes pas attentifs à ce qui est dit par les populations, à ce qui est dit par les victimes, à ce qui est dit par les personnes qui vivent sur ces territoires-là et qui s'imaginent et qui s'inventent un avenir commun. Alors, les organisateurs nous ont dit 15 minutes. Et donc 15 minutes, c'est juste le temps de poser quelques jalons et de poser une sorte d'introduction au débat, une sorte de provocation au débat. Et puisque ils ont choisi de traiter de la notion de justice transitionnelle en Afrique, je voudrais essayer partir de de l'idée africaine de justice transitionnelle, et ensuite je ferai un constat, c'est qu'il existe déjà une idée africaine aujourd'hui de la justice transitionnelle. En tous les cas, il y a une prétention à l'existence d'une idée africaine. Maintenant, à partir de cette prétention-là, quels sont les problèmes qui se posent, et en tout cas quels sont les questionnements que l'on peut avoir face à la justice transitionnelle en Afrique? Il se trouve que je suis professeur de droit public, naturellement, mais comme ça a été rappelé tout à l'heure, mais c'est intéressant de dire aussi d'où l'on parle. Et comme Saïd Abbas, il se trouve que pendant 3 ans, je suis de nationalité centrafricaine et française, et pendant 3 ans, vous savez que la République centrafricaine est dans un conflit, reste encore, qui est très très profond, et j'avais épaulé le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine pendant 3 ans et demi comme conseiller juridique. Et il s'est trouvé que l'Assemblée nationale avait souhaité engager une initiative parlementaire pour la paix, que nous avons construit, et j'ai eu à piloter cette expérience-là. Ça a finalement échoué, mais j'en ai tiré un certain nombre de leçons quant à la réflexion que l'on peut se faire sur ce type de processus. Je ne vous parlerai pas de la République centrafricaine, mais ce que je dirai sera notamment inspiré de cela, et si vous le souhaitez, nous reviendrons dessus pendant le débat pour pouvoir préciser des points particuliers. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une idée africaine. D'abord, il faut commencer par le constat. Ce que nous appelons justice transitionnelle, parce que, après tout, la notion ne s'est imposée qu'au milieu des années 90. Et donc, ce n'est que rétrospectivement, par des analyses, que nous remontons jusqu'aux tribunaux de Nuremberg, de Tokyo, pour les faire entrer dans la catégorie de la justice transitionnelle. D'ailleurs, il serait d'ailleurs intéressant de faire une brève historique de la manière dont la notion de justice transitionnelle est née. Elle est née aux États-Unis. Elle n'était pas l'œuvre d'universitaires, elle était l'œuvre de juristes de terrain, de défenseurs des droits de l'homme, et qui ont décidé à un moment, en 1995, notamment, ils ont décidé de s'arrêter sur les pratiques que l'on observait sur le terrain, pour essayer de leur donner un sens, mais pas seulement de donner un sens à la réalité, mais également pour définir les rôles des différents acteurs. Et dans la mesure où il s'agissait d'acteurs, d'opérateurs de terrain, qui étaient essentiellement dans une posture de dénonciation des violations des droits de l'homme, de dénonciation de la malgouvernance et aussi de tentatives d'aide, ils ont inclus cela dans la définition. Les universitaires n'entreront dans la danse qu'un peu plus tard.
de telle sorte qu'on peut même se dire, si je voulais être provocant, je dirais aujourd'hui, il n'existe pas de justice transitionnelle, ça n'existe pas. C'est juste une idée. Mais, simplement, il y a une idée africaine. La justice transitionnelle en Afrique, Saïd l'a dit tout à l'heure, c'est toute une série d'expériences particulières. Le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone, aujourd'hui la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Soudan, le Congo démocratique, enfin, c'est toute une série d'expériences particulières, le Mali, d'expériences particulières, qui n'avaient pas de prétention à se généraliser. Mais il se trouve que, pas plus tard qu'il y a exactement un an, l'Union africaine a adopté, au niveau de l'Union africaine, on a adopté 2 instruments qui sont particulièrement intéressants. Le premier instrument, c'est en avril 2019, c'est une étude qui a été conduite par la Commission africaine des droits de l'homme. C'est l'étude sur la justice transitionnelle et les droits de l'homme et des peuples en Afrique. Et cette étude-là, malgré le titre d'étude, il a une prétention plus large. Il s'agissait pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a travaillé pendant 7 ans, il s'agissait pour elle de voir dans quelle mesure la justice transitionnelle ne serait pas une des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, la justice transitionnelle est posée dans ce document-là comme un des instruments, en tout cas une des exigences ou un ensemble d'éléments de mise en œuvre des droits de l'homme et des peuples tels qu'ils ont été posés par la Charte africaine des droits de l'homme, perspective donc de protection des droits humains. C'est intéressant. Et le document se présente comme un ensemble de référentiels et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Le deuxième document, il a été adopté en février 2019 et il a une vertu plus ambitieuse encore, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a adopté un document qui porte politique de justice transitionnelle en Afrique. Politique de justice transitionnelle en Afrique, c'est quand même ambitieux, et d'ailleurs le texte lui-même précise qu'il s'agit d'un référentiel de justice transitionnelle authentiquement africain. Authentiquement africain, et que par ailleurs c'est une ligne directive continentale. C'est ça l'ambition du texte. Et dans les 2 cas, nous avons affaire ici à des projets qui sont des projets fondamentaux, d'abord parce que ce sont des projets qui ont l'ambition de dessiner un modèle africain de justice. Autrement dit, nous avons, Saïd Abbas l'a rappelé tout à l'heure, l'histoire de la justice transitionnelle est longue, elle engage beaucoup d'États, elle engage tous les continents. Il y a eu des expériences de justice transitionnelle et il y en a encore sur le continent américain, il y en a eu et il y en a encore sur le continent européen, il y en a sur le continent africain, il y en a sur le continent asiatique. Mais, avec ces documents-là, les Africains posent qu'il y aurait une idée africaine de la justice transitionnelle. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'elle est. Et d'ailleurs, cette idée-là, ce modèle-là, ne se présente pas seulement, n'est pas présenté par l'Union africaine seulement comme un modèle de justice. Il s'agit aussi de traduire et de mettre en valeur ce qui serait un modèle africain de société politique, ou bien même de société tout court. Et dans les documents, d'ailleurs, je retiens 1 ou 2 phrases dans chacun des documents où on nous indique que la justice transitionnelle est un moyen de mener à une transformation démocratique et socio-économique. On est loin des questions de justice. Et de l'autre côté, la justice transitionnelle est décrite comme un instrument pour bâtir un avenir commun de système de gouvernance démocratique et de gouvernement inclusif. Voilà la perspective que l'Union africaine donne à la justice transitionnelle. Il ne s'agit pas simplement d'un instrument très précis, d'un mécanisme très précis pour conduire à rendre justice aux victimes
ou pour retenir la responsabilité de ceux qui ont commis des crimes. Il s'agit d'un ensemble d'outils qui doivent permettre de refonder la société et d'aller vers une société différente, y compris des éléments relevant de la justice stricto sensu, mais cela va beaucoup plus loin. Et donc, du coup, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la justice transitionnelle au sens de l'Union africaine? Et de ce point de vue-là, l'approche africaine, si je devais la résumer, je dirais qu'elle est, je reprends les termes d'ailleurs que l'Union africaine utilise elle-même, en tout cas le premier, c'est une approche holistique, c'est une approche qui se veut respectueuse de la subsidiarité, et c'est une approche non dogmatique. Approche holistique, c'est intéressant. Cela veut dire que nous avons une approche de la justice qui est une approche globale, qui rassemble toute une série d'éléments, qui essaie de tisser une cohérence entre ces différents éléments, mais qui perçoit la société dans sa globalité, non seulement au plan géographique, ni au plan matériel, mais aussi sur le plan temporel, c'est-à-dire le croisement des générations. Ça va très loin. Et ceci est d'autant plus intéressant que quand on parle de justice transitionnelle en Afrique, à partir des expériences que nous connaissons, la figure maîtresse de la justice transitionnelle, ce sont les commissions. Les commissions vérité, réconciliation, on y ajoute justice, on y ajoute autre chose, réparation ailleurs, etc. La figure emblématique de la justice transitionnelle, ce sont les commissions. Or, dans cette approche-là, on nous dit ce n'est pas que cela. Et donc la question de la justice transitionnelle, ce n'est pas seulement la question de la manière dont on conçoit les commissions de vérité et réconciliation et la manière dont on articule ces mécanismes de vérité et réconciliation avec la justice traditionnelle que nous connaissons, c'est-à-dire la justice répressive, par exemple en matière pénale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale. La question est beaucoup plus vaste que cela. Et donc, l'approche holistique signifie d'abord qu'il y a une sorte de, je dirais, transtemporalité. La justice transitionnelle est pensée à partir d'un moment comme un moyen de sortie de crise. Donc il est situé dans le temps. C'est à l'issue d'une crise qu'on va se mettre à penser et à mettre en place un certain nombre de mécanismes. Mais du point de vue de l'Union africaine, l'ambition, à partir de cet instant, est de projeter en avant, pour plusieurs générations si possible, une société africaine différente. Une société différente. Et donc la justice transitionnelle, contrairement à la manière dont on l'avait conçue au départ, c'est-à-dire comme une justice d'une parenthèse, dans un temps de parenthèse qui a un début et qui a une fin. Dans la perception de l'Union africaine, il y a un début, mais il ne doit pas y avoir de fin. En tout cas dans les documents récents. Approche holistique aussi parce que c'est une approche où les instruments qui sont mis en place vont poursuivre une multitude de buts, d'objectifs. Et vous le savez tous, il y a la paix durable, la réconciliation, la justice, et la notion de justice va de la justice, je dirais, répressive, réparatrice, jusqu'à la justice sociale, c'est-à-dire à la lutte contre les inégalités et les exclusions. Parce que dans la plupart des conflits que nous connaissons en Afrique, il y a souvent à l'origine l'exclusion d'un certain nombre de populations, de territoires, de groupes, etc. Donc l'idée de justice ici n'est pas seulement une idée de rechercher des responsabilités à partir d'un fait donné, à partir d'un crime qui a été commis, c'est l'idée de rétablir dans la société une justice complète. Donc plusieurs finalités, y compris des finalités de gouvernance et des finalités institutionnelles. Approche holistique aussi parce qu'elle est multidimensionnelle. Multidimensionnelle, elle comporte différentes dimensions, différents éléments. Dans les schémas que nous avons, parmi ceux qui ont été cités tout à l'heure, auxquels on ajoutera celui que je connais un peu mieux, c'est-à-dire la République centrafricaine, vous avez d'abord la dimension paix et sécurité. La dimension paix et sécurité, cette dimension paix et sécurité contient à l'intérieur tout un tas d'éléments. Ça commence d'abord
du point de vue de l'Union africaine, par le point de départ, c'est un accord de paix. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est pas un hasard, et ça produit un certain nombre d'effets. Il faut commencer par un accord de paix, c'est un postulat de l'Union africaine. Et puis après, cela suppose aussi la mise en œuvre de dispositifs qui sont les dispositifs de DDR, c'est-à-dire démobilisation, désarmement, démobilisation, réinsertion des soldats des groupes armés. C'est mener ces politiques-là. C'est la réforme des systèmes de sécurité et de défense. Il y a un ensemble de politiques, en fait, structurelles, qui rentrent dans cette case-là de l'objectif de l'élément paix et sécurité. Et si on prend celui de la justice, d'ailleurs, je fais observer ici que dans le contexte de la justice transitionnelle, on évite autant que possible la notion de justice. On va parler de lutte contre l'impunité. Plus, dans la discussion tout à l'heure, on y reviendra, c'est pas neutre non plus. Donc, tous les éléments que j'avais évoqués tout à l'heure, justice traditionnelle, les mécanismes de vérité qui ont aussi une vertu qui est de reconstruction de l'histoire nationale, de l'histoire commune nationale et de reconstruction de la mémoire, entrent aussi dans ces mécanismes-là de justice. Les éléments de lutte contre les inégalités et les exclusions, c'est ce qu'on appelle la justice distributive, les éléments de justice redistributive. Il y a aussi, toujours parmi ces dimensions, les deux dernières dimensions que je citerai juste simplement en passant, c'est la protection des droits fondamentaux, et puis dernier élément, ce sont les réformes institutionnelles. Et les réformes institutionnelles qui entrent dans l'idée de justice transitionnelle, cela va de la réforme de l'État, des réformes structurelles, visant à fonder l'État à nouveau, jusqu'aux questions d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, il y a une sorte de conviction africaine que dans le cadre de la réparation de ces sociétés-là, il faut décentraliser, c'est-à-dire aller vers des systèmes soit de décentralisation, de régionalisation ou de fédéralisation. Et donc toutes ces réformes-là, tout ça rentre dans la justice transitionnelle. Alors, deuxième aspect de l'approche africaine, c'est que cette approche africaine se veut respectueuse des dynamiques locales, celle du terrain. L'idée, c'est de dire que dans chaque conflit a sa spécificité et il convient de trouver les solutions au plus près de ces conflits-là. Et dans les documents que j'ai cités tout à l'heure, il y a une notion qui essaie de rendre compte de ça, c'est l'appropriation au plan national et au plan local. Et derrière cette notion d'appropriation au plan national et au plan local, nous avons l'impératif que la justice transitionnelle réponde aux demandes sociales qui sont dans le conflit, que les acteurs qui sont là soient d'abord les principaux impliqués dans la construction de la justice transitionnelle, des mécanismes de justice transitionnelle, et que ces mécanismes-là soient porteurs des choix qui ont été faits par les acteurs nationaux et locaux, et soient aussi porteurs des valeurs, qui sont des valeurs locales. Tout cela est très vertueux. Et enfin, dans le dernier élément de l'approche africaine, c'est une approche non dogmatique qui se veut non dogmatique. Les documents que je vous ai indiqués tout à l'heure ne sont pas des documents à caractère qui énoncent des normes obligatoires, ce ne sont pas des documents à caractère conventionnel, par exemple, ce ne sont pas des protocoles, donc il n'y a pas d'obligation juridique qui en résulte pour les États africains. C'est un ensemble de référentiels qui vise à aider les États, en tout cas qui a la prétention simplement d'aider les États à construire leur propre système en piochant à l'intérieur de ce qui y figure. Et donc on a, je dirais presque une triple variabilité. Les choses vont varier du point de vue des objectifs poursuivis. On peut très bien avoir un système de justice transitionnelle qui ne poursuit que l'objectif de réconciliation, pas de justice du tout. C'est aussi un élément de justice transitionnelle. Donc on choisit les objectifs que l'on veut mettre en œuvre, on choisit aussi les modalités de justice transitionnelle, et puis on va choisir aussi l'articulation entre ces différents éléments. Donc voilà un peu comment se présente ce projet-là d'un système africain
de justice transitionnelle. Maintenant, quand on va dans ces textes-là, j'aurais pu en rester là et vous dire tout est magnifique, tout est très beau dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, le discours de l'Union africaine est bien celui-là, mais nous allons plutôt poser un certain nombre de questionnements. 3 questionnements si vous voulez bien, je serai bref. 3 questionnements. Premier questionnement, le rapport entre les objectifs de paix, de réconciliation et de justice. Je dis immédiatement, puisqu'il faut que je fasse court, que ce que l'on présente comme le modèle africain résulte d'un choix très clair au profit de la paix et de la réconciliation contre la justice. Et ça, c'est un choix très clair qui se manifeste de différentes manières. D'abord, le fait que l'Union africaine place comme point de départ de la construction des systèmes de justice transitionnelle la nécessité d'un accord de paix. Cet accord de paix va être la résultante de rapports de force, soit parce que ce sera la justice des vainqueurs, auquel cas vous avez ce que Saïd Abbas a décrit tout à l'heure, soit dans un certain nombre de situations, comme par exemple en République centrafricaine ou au Mali, ou même en Libye. Ce n'est pas une justice post-conflit, ce n'est pas un mécanisme post-conflit, le conflit est encore là. Et les acteurs sont encore là et ils sont puissants. Et surtout, nous sommes dans une situation où l'État est sans doute le moins puissant des acteurs. Et donc, les négociations telles qu'elles vont se nouer entre l'État et les groupes armés, en termes de rapport de force, ces acteurs vont pouvoir imposer l'amnistie. Et cela va se traduire soit par des lois d'amnistie, ça c'est la vieille, je dirais c'est la vieille méthode, c'était trop simple. Aujourd'hui, on est devenu un peu plus, on est devenu plus sophistiqué. L'amnistie peut passer par exemple par le fait que on va parler de lutte contre l'impunité, mais avec l'exigence de constituer un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale porte en germe l'amnistie. On va, autre méthode encore, on va mettre en place un dispositif de commission vérité-réconciliation, mais vers lequel on va diriger la totalité des problématiques de justice, tout en sachant qu'en Afrique, les commissions vérité et réconciliation, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, notamment en Amérique du Sud, ce sont des dispositifs qui n'ont pas de caractère contraignant. Donc on évacue la justice. C'est un choix qui a été fait. Et puis, comme il n'y a pas le temps, je ne peux pas citer les contre-exemples, mais je vous cite juste les noms et peut-être que nous y reviendrons. Ce choix-là, ce n'est pas le même qui a été fait en Colombie, par exemple. Ce n'est pas le même qui a été fait dans les États d'Amérique du Sud de façon générale, avec cette exigence de vérité, la notion de vérité et de droit à la vérité sur le continent américain telle qu'elle a été interprétée par la Cour européenne, la Cour américaine des droits de l'homme. La vérité est le début de la justice. Il s'agit de rechercher la vérité pour permettre aux victimes de connaître les faits pour aller devant le juge. Et ce n'est pas comme ça qu'on le voit en Afrique. Ce n'est pas la même chose non plus que ce qui s'est passé en Europe centrale et orientale. Je prends l'exemple des pays baltes, par exemple, où on avait des processus qu'on peut appeler de transition, avec... il y a une jurisprudence qui est extrêmement intéressante de la Cour européenne des droits de l'homme sur un des dispositifs de cette transition-là qu'on avait appelé les lois de lustration, c'est-à-dire les lois qui permettaient de nettoyer un peu et de renforcer l'état de droit. Et on a une idée ici qu'on ne retrouve pas en Afrique, et même qu'on combat en Afrique, c'est l'idée selon laquelle une démocratie peut se défendre et doit se défendre. Une société nouvelle doit pouvoir se défendre et doit pouvoir se défendre contre ses ennemis. En Afrique, on n'a pas d'ennemis. Dans les dispositifs de justice transitionnelle, il faut bannir ce mot. Il n'y a pas d'ennemis. Pas d'ennemis personnels, mais il n'y a pas d'ennemis du système. Ça,
c'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, je serai plus bref encore, c'est un questionnement autour de la subsidiarité, de la flexibilité, dont je vous disais tout à l'heure que c'était un des traits caractéristiques que les États africains ont voulu donner. À partir de sur cette question-là de la subsidiarité, qui est une valeur positive, il vaut toujours mieux que les solutions soient trouvées par les populations au plus près de leurs problèmes. Mais, petite question, qui décide des contours et du contenu du modèle de justice transitionnelle et des mécanismes? Qui décide des équilibres? Et qui va décider de cette subsidiarité-là? Est-ce que ce sont les victimes? Non. Dans tous nos mécanismes, les victimes sont soit totalement refoulées à l'extérieur, soit placées dans des positions marginales. Donc ce ne sont pas les victimes qui vont décider. Est-ce que c'est l'État lui-même? Soit on est dans l'hypothèse que Saïd a dit tout à l'heure, l'État va le faire, mais l'État c'est un camp. Soit l'État est trop faible pour le faire, donc ce n'est pas l'État qui va décider. Est-ce que c'est l'Union africaine? L'Union africaine n'a en l'occurrence qu'un pouvoir de persuasion. L'Union africaine ne peut obliger personne à faire quoi que ce soit. Et donc on finit par se retrouver dans un pur rapport de force sur le terrain, avec des gens qui vont décider de la subsidiarité, du contenu de cette subsidiarité-là, et ce ne sont pas nécessairement, ce n'est pas la collectivité nationale qui va décider. Et ça, c'est une petite question. Une autre question, le temps, la question du temps. Si vous voulez construire de la subsidiarité, il vous faut du temps. Si vous voulez construire un système qui renvoie aux valeurs locales. Je prends juste un exemple pour être concret. En République centrafricaine, on a pris un autre chemin, je le déplore. Je pense que le système de justice transitionnelle tel qu'il était réclamé par les Centrafricains suppose, à côté de la justice traditionnelle, qu'on fasse jouer les valeurs sociales, les valeurs de contrainte sociale. Autrement dit, les communautés devraient être le lieu pour pouvoir examiner, un peu comme les Kachata, mais un peu différemment, dans un autre esprit, le lieu où doit se retisser le lien social, le lieu où on peut dire à un membre qui a fauté, voilà, vous pouvez retrouver les liens de communauté avec nous, mais à la condition que c'est une justice qui n'a pas d'éléments de contrainte par la force. Donc il faut trouver les valeurs auxquelles les gens sont attachés et qui peut jouer un rôle intégrateur. Mais pour pouvoir le faire sur le même territoire d'un même État, vous pouvez avoir 3 ou 4 ou 5 systèmes différents. Mais tout ça demande à ce qu'on aille chercher et qu'on prenne le temps de trouver. Or, on ne trouve pas. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a la généralisation d'une sorte de justice de transition de proximité, mais qui a un caractère à la fois formel et essentiellement bureaucratique. Vous avez, on nomme, et puis d'ailleurs les présidents aiment bien ça, ça permet de nommer la clientèle. Ils sont là-bas, ils sont partout, ça fait des choses qui sont très bien. Et puis, du coup, on en arrive à quelque chose qui me paraît plus grave encore, et ce sera la conclusion de ce point-là, qui est que, alors que le système de justice transitionnelle est censé renforcer l'État, fonder un État nouveau, il apparaît même comme un élément de fragilisation de l'État et de l'ensemble collectif, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le jeu de rapport de force, avec des acteurs prédominants qui ne sont pas des acteurs étatiques. Et c'est eux qui vont décider du sort et du visage de demain de l'État. Et ceci me paraît extrêmement préoccupant. On a des débats au Mali, par exemple, et en République centrafricaine, mais on l'a connu aussi en Côte d'Ivoire, sur, par exemple, les juristes aiment bien ça, quelle est la position d'un accord de paix par rapport à la Constitution? L'accord de paix est l'expression de la volonté des groupes armés essentiellement ou de la partie la plus forte, mais il va venir rompre ce qui est censé être l'expression de la volonté du peuple ivoirien, de la volonté du peuple malien, de la volonté du peuple centrafricain. Et on a des débats où ils nous expliquent, certains nous expliquaient en République centrafricaine que l'accord de Khartoum qui a été signé a une valeur supraconstitutionnelle. C'est-à-dire que cet accord qui est issu de la volonté de groupes armés est au-dessus de notre collectif national.
Et donc on a vraiment des éléments d'implosion de l'État et de remise en cause fondamentalement de l'État. Et pour finir sur une note à peu près positive, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit positive, c'est le questionnement sur l'africanité de ce modèle. Bien sûr, on nous dit que c'est un modèle africain, mais il faut savoir quand même que nous avons d'autres référentiels ailleurs, aux Nations Unies par exemple. Je vous invite à aller regarder sur Internet, vous avez un débat extrêmement intéressant du Conseil de sécurité du 13 février 2020 sur la justice transitionnelle dans le cadre du système des Nations Unies, ramené essentiellement à la question de la consolidation et de la pérennisation de la paix et inscrit dans la perspective du maintien de la paix. Donc il y a un référentiel des Nations Unies. L'Union européenne a adopté un document de politique de l'Union européenne en matière de justice transitionnelle bien avant l'Union africaine, le 16 novembre 2015. Nous avons des conclusions du Conseil qui énoncent les éléments d'une politique de l'Union européenne en la matière. Alors, de là à penser que nous sommes dans un système de concurrence des modèles et de concurrence des référentiels, il n'y a qu'un pas que je ne sauterai pas, mais pour finir et en conclusion de ce débat qui a eu lieu au Conseil de sécurité, je vous lis seulement ce que disait M. Nagaraj au titre de l'Inde à propos de la justice transitionnelle. Ces approches, les approches de justice transitionnelle, ont aussi coïncidé avec les buts de certains donateurs, banques et agences humanitaires qui tiennent à un état de droit fort pour permettre le développement économique. En conséquence, l'implication d'acteurs étrangers dans les conflits internes n'est pas seulement devenue plus fréquente, mais elle a aussi donné lieu à un certain niveau de coercition et à des activités d'édification de l'État contraires au concept traditionnel de souveraineté. Nous sommes dans ce monde-là où se joue un certain nombre d'intérêts derrière la vertu des systèmes de justice transitionnelle, mais je vous avais dit que je finissais simplement ainsi pour vous provoquer, donc je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Monsieur Akanji Kombe, et merci, Monsieur Ahmed, pour vos interventions. Nous allons bientôt prendre les questions du public, mais juste avant, j'aimerais rebondir sur des points que vous avez mentionnés. De vos discours, en fait, ce que l'on peut retenir, c'est la question en fait du rapport de force que s'exerce derrière ce processus de justice transitionnelle, et aussi la marginalisation des victimes qui sont pourtant les premières concernées. Et du coup, j'aimerais savoir, selon vous, quelles actions devraient être entreprises par les sociétés civiles africaines pour répondre justement à cette question aux enjeux de la reddition des comptes. Donc la reddition des comptes, en fait, ça, je pense que vous serez mieux le définir que moi, mais ça fait référence en fait à cette question de responsabilisation. Et on peut voir que, par exemple, comme M. Ahmed disait, il y a des présidents qui, vous donnez l'exemple du Kenya, Uhuru Kenyatta qui a brûlé toute preuve en fait, qui fait qu'en fait il y a une limite pour rendre justice. Donc j'aimerais savoir, selon vous, comment les sociétés civiles africaines peuvent répondre à ces enjeux relatifs à la reddition des comptes pour les victimes, au nom des victimes. Du coup, si on peut y répondre en 5 minutes. 2 minutes et demie et 2 minutes et demie. Voilà. Je pense que, ce que je disais au début, si la transition au Bénin s'est bien passée, c'est pas parce que Kérékou avait envie qu'il y ait une transition, c'est parce qu'il y a eu des rapports de force. Il y a eu des gens qui sont allés dans la rue, au Parlement, et les gens ont créé un déséquilibre. Kérékou, c'était un militaire, il avait ce pouvoir de recourir à l'armée. Il ne l'a pas fait parce qu'il s'est rendu compte qu'il plongeait le pays dans la guerre civile. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour que les dirigeants rendent des comptes, il faut qu'il y ait
un effort partagé, un effort de vigilance, un effort de refus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que autour des négociations, il y a des gens qui font un gros lobbying pour participer. Et quand vous avez l'accord de Khartoum par rapport à la Centrafrique, ça veut dire qu'on a affrété un avion et on a choisi qui devait aller dans l'avion. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont censés faire pression. Mais si c'est le président qui choisit ceux qui doivent monter dans l'avion, vous pouvez être sûr qu'ils ne sont pas venus pour lui poser des difficultés. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent trouver, d'abord, peut-être exiger que les discussions aient lieu à la maison. Comme ça, il n'y aura pas de problème de « j'ai pas trouvé d'argent pour aller là-bas ». Et ensuite, il faut que les gens soient audibles, il faut que les gens se mobilisent, il faut créer une majorité morale. Et cette majorité morale, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle est là, elle se fait entendre, elle fait en sorte qu'on prenne en considération. C'est formidable ce qu'ont fait les Burkinabés. Personne ne pensait que la division spéciale de Blaise allait lâcher Blaise. Et pourtant, parce que les jeunes ont refusé de plier, on a tiré à balles réelles à Ouaga. Mais les gens ont continué à aller, et à un moment donné, Blaise a été obligé de demander à ses amis de Paris d'envoyer un hélico pour venir le chercher. Donc, je crois que, de mon point de vue, la peur doit changer de camp. Merci, Monsieur Ahmed. Je ne dirais pas autre chose. Avec d'autres mots, je dirais que le rôle de la société civile, je vais laisser le mot de société civile pour le mot de citoyen. Le rôle des citoyens est un rôle fondamental et plus nécessaire que jamais dans les contextes qui nous intéressent ici, parce que tout ce que nous avons décrit là ne fait pas l'économie, ne doit pas faire l'économie d'une lutte qui est une lutte rude, parfois au prix de son sang, parfois au prix de la mort. Donc sur d'autres continents, ça s'est fait comme ça, nous n'allons pas passer en dehors de cela. Et je dis qu'elle est rude parce que les sociétés civiles ou les citoyens, les groupes des citoyens de nos pays n'ont pas seulement à lutter contre leurs élites qui sont au pouvoir pour demander à ce qu'ils rendent compte. Ils ont aussi assez paradoxalement à lutter contre la communauté internationale qui se trouve sur place. Parce que la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale qui se trouve sur place, les agences des Nations Unies, parfois l'Union européenne, dans le cas de la République centrafricaine par exemple, nous avons des représentants qui sont là, qui ont choisi et qui choisissent sciemment de n'avoir comme interlocuteur que le président de la République. Nous sommes, si je prends l'exemple de la République centrafricaine, nous sommes dans un pays qui est censé avoir retrouvé la normalité constitutionnelle avec des mécanismes démocratiques qui devraient jouer entre l'exécutif, le législatif, le pouvoir judiciaire. Mais il y a une sorte de tropisme de la communauté internationale qui va soutenir un président de la République à tout prix et qui va considérer que la société civile, lorsqu'elle manifeste par exemple, lorsqu'elle exprime bruyamment, lorsqu'elle dit par exemple, comme nous l'avons dit en République centrafricaine, notre président pour tel acte, tel acte, tel acte, il est prévu dans la Constitution que tel acte est qualifié de crime de haute trahison. Il y a une procédure constitutionnelle pour l'emmener devant. Alors, à partir de ce moment-là, alors que vous exercez votre droit citoyen, vous allez être qualifié par la MINUSCA d'ennemi de la paix. Ennemi de la paix. Et ceci prête à des conséquences que vous n'imaginez pas dans ces contextes-là. C'est pour ça que je dis que nous avons à lutter, mais nous avons en plus à lutter contre une machinerie qui, je ne sais pas si ces institutions se rendent compte, sont porteurs d'un discours de démocratisation, mais ils participent à l'antidémocratisme dans nos pays. Donc, moi je crois beaucoup dans les citoyens et dans la société civile. Merci beaucoup, Monsieur Akanji Kombe. On va prendre les questions du public désormais. Donc, il y a des micros qui circulent. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ?
Quand vous prenez la parole, je vais vous demander de vous lever, de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est bon, ça va. C'est bon. Bonsoir. David, en fait. Votre micro peut-être. Excusez-moi. Apparemment, Celui-là, celui-là il marche. fonctionne. Merci. Bonsoir. Je suis donc David. Je suis futur écrivain public. Et je voudrais tout simplement savoir quel pourrait être le rôle des diasporas par rapport à ce qu'on appelle justice transitionnelle en Afrique. Donc, c'est tout. On va prendre plusieurs questions à la fois, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, moi je ne suis pas juriste, je suis là simplement au titre d'un Africain qui est un peu intéressé par ce qui se passe. Merci pour vos interventions. Je voulais essayer de comprendre un petit peu par rapport à la nuance que vous avez établie entre on va dire les deux systèmes de justice transitionnelle, entre le système états-unien qui, si je tire un trait, je caricature un peu, met l'accent effectivement sur la réparation, en tout cas la réparation est un élément important, ou en Afrique on va effectivement être plutôt effectivement sur une exigence de consolider la paix. Je voudrais savoir effectivement si vous avez des éléments de réponse pour savoir d'où vient un peu ces distinctions par rapport à la définition que vous avez donnée de la vision de l'Union africaine en fait sur la juridiction traditionnelle. Est-ce qu'un début de réponse serait par exemple lié à la nature des conflits qu'il y a, c'est-à-dire qu'en Afrique on a effectivement la plupart des conflits c'est intraterritoriaux, c'est des groupes entre eux, là où effectivement dans d'autres régions ça va souvent être des conflits extraterritoriaux. Et pour la deuxième question, c'était pour prolonger un petit peu ça, et ça reprend effectivement la question qui a été posée un peu pour savoir comment réussir à en sortir, comment réussir à consolider un système qui permet de remettre les victimes au centre. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Union africaine, notamment en tout cas au niveau de la solidarité africaine, il serait possible effectivement de mettre en place cette juridiction et de ne pas systématiquement, en tout cas en référer à la Cour pénale internationale pour des raisons qu'on peut imaginer, où on sait que notamment il y a beaucoup de puissances occidentales, comme les États-Unis pour ne pas les citer, qui n'ont jamais adhéré à cette juridiction. Merci. On prend encore une dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'ASPA pour cette conférence, merci beaucoup à vous. Moi je suis Laurée, membre de l'ASPA aussi, et j'avais une question. Est-ce que vous pourriez donner l'analyse sur la justice transitionnelle mais en Afrique du Sud? Votre avis dessus, sur si ça a marché ou pas et les conséquences. Merci. Ok, on peut prendre une quatrième question. Bonjour, bonsoir. Ma question, je suis militant panafricaniste. Ma question c'est, est-ce que le thème de la justice transitionnelle a été proposé à des dictateurs en cours pour les rassurer sur l'évolution de leur régime et de leur liberté? Merci. Vous pouvez parler juste plus fort, je pense pas qu'on vous ait bien entendu. Si vous répétez votre question. Oui, Merci. ma question est sur... Allô? Ma question porte sur le thème de la justice transitionnelle. Est-ce que celle-ci a été proposée à des pays aujourd'hui sous, je dirais, dictature, pour rassurer les dictateurs sur l'évolution de leur régime et sur la justice qui sera reconnue malgré les exactions qu'ils ont commises, pour le rassurer, pour évoluer progressivement vers un état de droit? Est-ce que ce thème-là est proposé aux dictateurs? Merci. Merci beaucoup. Du coup, pour reprendre un peu sur les 4 questions, la première portait sur le rôle des diasporas. Quel rôle les diasporas pourraient jouer dans le processus de justice transitionnelle? La deuxième question portait sur la nuance établie entre les justices transitionnelles qui s'axaient sur la question des réparations et celles qui s'axaient sur la question de la consolidation de la paix. La troisième question portait sur le fait de mettre en place
une juridiction à l'échelle de l'Union africaine, qui serait une alternative en fait à la CPI. Et enfin, alors, il y avait encore une autre question sur le bilan que vous faites de la justice transitionnelle en Afrique du Sud. Et enfin, une question sur la justice transitionnelle dans des pays actuellement en situation de dictature. Je vous laisse répondre. Sur le rôle des diasporas en matière de justice transitionnelle, c'est un peu comme si le système de référence nécessaire, c'est la justice transitionnelle. Nous n'avons pas eu le temps tout à l'heure de développer, mais moi je ne le crois pas. Il y a une sorte d'engouement pour la justice transitionnelle, mais si vous prenez le soin de poser la question aux victimes et aux populations, les victimes et les populations ne vous parleront pas de justice transitionnelle. Je prends l'exemple de la République centrafricaine. Avant qu'on ne mette en place le système de justice transitionnelle, il y a eu 2 étapes. Il y a eu ce qu'on a appelé les consultations à la base, qui consistaient en fait à aller interroger les populations, commune par commune, village par village, sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils voyaient comme porte de sortie, quelles étaient leurs revendications par rapport à la situation. Et j'avais fait le bilan de ce document qui comporte beaucoup de choses. Sur la question de la justice, les populations sont très claires. Elles demandent à ce que les responsables, les coupables qu'ils connaissent, puissent rendre compte. Et donc on ne parle pas de justice transitionnelle. Ils aimeraient bien. En République centrafricaine, c'est depuis les années 90 qu'il y a des crises répétitives, avec des amnisties à la clé, selon le système de justice transitionnel. Aujourd'hui, quand on demande aux victimes, les victimes ne font pas ce pari-là sur la justice transitionnelle. C'est pour vous dire que moi, en tant que membre de la diaspora, moi, je ne me positionne pas par rapport à la justice transitionnelle, je me positionnerai plutôt par rapport à ce que la demande sociale qu'il y a, et Saïd Abbas l'a dit aussi tout à l'heure, pour les juridictions pénales internationales, si on demande aux victimes, les victimes demandent une justice. Et il n'y a pas de justice dite à l'africaine, une justice à l'européenne, peut-être dans les modalités. Mais tout se passe comme si on fait 2 paris, qui sont en fait des préalables, des fausses pistes. La première est de considérer que la justice dite classique, par exemple la justice pénale, n'a pas de vertu réparatrice. Or, la justice pénale, c'est une réponse, pas seulement juridique, c'est la réponse d'une société à quelqu'un qui a rompu un code social, un lien social. C'est pour ça qu'il y a des jurés, les jurés d'assises. Ce ne sont pas des juristes, ce sont des membres de la société qui représentent. Et la sanction qui va être prononcée, elle va être prononcée à l'égard de monsieur X ou de madame Y, mais cette sanction, elle a une fonction dissuasive pour ceux qui voudraient commettre le même crime. Elle a une vertu de non-répétition. Et ça, parce qu'on veut la justice transitionnelle, on va accuser, on va présenter cette justice-là comme étant une justice dogmatique, elle ne suffit pas, elle ne fait pas l'affaire, etc. Et puis de l'autre côté, on va dire, mais nous n'avons pas... alors, sur ce point-là, je ne donne pas de réponse à votre question, mais en répondant à l'autre question ensuite, sur l'Union africaine. Rentrons un tout petit peu dans la machinerie. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 documents, dont le document sur la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine. C'est un document qui a été préparé pendant à peu près une dizaine d'années, et il y a un groupe de sages qui avait été mis en place pour pouvoir réfléchir à cette question-là de la justice transitionnelle, et ce groupe de sages est composé d'anciens chefs d'État. Je n'ai pas dit anciens dictateurs, mais bon, est composé d'anciens chefs d'État. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de définir la réponse à quoi? À des crimes de masse, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Et ce sont des crimes qui impliquent une organisation
et une conception et une planification qui, dans la plupart de nos États, impliquent que ce sont des régimes qui ont commis des méfaits. Et vous allez donner la réflexion à ces gens-là pour qu'ils vous inventent une réponse aux faits. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont faire comme les groupes armés quand ils vont négocier. Amnistie. On va pas en parler. On va en parler, bien sûr, dans les commissions vérité, parce qu'on va venir demander, on va dire, nous reconnaissons que nous avons commis quelques fautes, mais vous avez l'obligation de nous pardonner. Et ça s'arrête là. Et donc, il n'y a pas... le jeu est faussé. Et ça, c'était pour assurer les dictateurs. Ça, c'est la réponse à la toute dernière question. Les dictateurs sont les premiers assurés par les mécanismes à l'africaine, parce que ça ne remet pas en cause leur bilan, ça ne remet pas en cause leur gouvernance. On noie un peu le poisson. Et puis on va dire, il y a eu des crimes qui ont été commis, mais il n'y a pas de responsable. Mais vous êtes victime. On va vous indemniser, on va réparer. Mais la question de la responsabilité est passée à l'as.